Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salomon Goyekam et je m'avais vous entretenir sur la typologie et les éléments centraux des torseurs. À l'issue de cet exposé, vous devez être capable de dénommer les types de torseurs particuliers que nous rencontrons assez fréquemment en mécanique. Mais aussi, pour tout torseur qui vous sera donné, vous devez être capable d'en donner les éléments centraux. Présentons donc la typologie des torseurs. Cette typologie est basée sur l'automoment du torseur. Et nous allons étudier en particulier le torseur dont l'automoment est nul. Évidemment, le produit scalaire des deux vecteurs, donc R et MP, est nul sous trois conditions bien détaillées. La première est que la résultante dans l'un des vecteurs soit nulle, donc notamment la résultante soit nulle. La deuxième, que il existe un point au moins où le moment est nul. Et la troisième est que et la résultante et le moment en P soient tous les deux nuls. Et chacune de ces situations donne un nom particulier au torseur. Le torseur à résultante nulle est appelé torseur à moment, puisque le moment est supposément nul, qu'on appelle aussi le couple. Une bonne application, c'est les actions mécaniques qui s'exercent sur un arbre. Par exemple, l'arbre d'un moteur, un arbre de transmission. Et généralement donc, lorsque le moteur agit sur un arbre, donc là est l'arbre, l'action de ce moteur qui fait tourner l'arbre est généralement caractérisée par un couple. Et nous savons que le couple le plus simple vu au lycée était un ensemble de deux forces dont la résultante était nulle, mais pas le moment. Donc, le premier torseur particulier est le torseur couple. Le deuxième torseur particulier est celui pour lequel il existe au moins un point P où le moment est nul. Ce torseur est appelé un torseur à résultante, parce que le moment est nul, donc la résultante est supposée non nulle. On l'appelle aussi un glisseur. Une bonne application est le glisseur qui caractérise toutes les actions de l'apesanteur. Nous savons qu'une action d'apesanteur quelconque passe toujours par un point G. Et par définition du moment, le moment en G de l'action de l'apesanteur P est nulle. Donc l'action de l'apesanteur sera toujours considérée comme un torseur à résultante ou glisseur. On fait remarquer que si le moment en un point P de l'espace est nul, d'après la formule fondamentale des moments, on a un moment en Q égale à un moment en P plus QP vectoriel R. Le moment en P étant nul, le moment en Q est représenté par QP vectoriel R, qui est un vecteur perpendiculaire à R. Donc on arrive à reconnaître un glisseur si en un point quelconque, on a pu trouver que ces éléments de réduction sont orthogonaux sans être tous les deux nuls. Le troisième type de torseur, donc un torseur dont la résultante et le moment sont tous les deux nuls, est appelé un torseur nul. Mais le torseur nul trouve son application en statique par le fait que l'équilibre d'un solide sera traduit par la nullité
de torseur de ces actions mécaniques. Donc, après avoir parlé des différents types de torseurs, nous allons maintenant voir les éléments centraux d'un torseur. Comme élément central d'un torseur, nous avons déjà les points centraux, puis l'axe central et le moment central. Qu'est-ce que c'est qu'un point central pour un torseur? Par définition, c'est un point quelconque C où la résultante et le moment du torseur sont collinéaires. On peut traduire cette collinéarité par le fait que le produit vectoriel est nul. Une bonne application, comme on l'a vu, c'est de voir que le point G, où le moment du torseur des actions mécaniques, des torseurs des actions de pesanteur était nul, vérifie bien, il existe un point G tel que la résultante des actions mécaniques vectorielle, le moment en G qui est nul, soit égal à 0. Donc G est un point central pour le torseur des actions de pesanteur. Un point central, parce qu'on peut en trouver plusieurs. Et, comme on le voit en pratique, G est appelé effectivement centre de masse au centre de gravité. La pesanteur en anglais est appelée gravity. Donc le point central des actions de la gravité est bien appelé centre de gravité au centre de masse. Ensuite, nous passons à la définition de l'axe central. Eh bien, pour un torseur donné, l'axe central est l'ensemble delta de tous les points centraux de ce torseur. Et on peut en trouver une infinité. Une bonne application, c'est de voir que pour l'action de la pesanteur, tous les points qui sont placés sur la verticale du lieu, le moment de P en ces points sera nul. Donc le produit scalaire, le produit vectoriel de P et du moment qui est nul en tous ces points sera nul. On voit donc que la verticale du lieu passant par le centre de masse constitue l'axe central du torseur des actions de pesanteur qui s'applique sur le solide. Une deuxième application, et ça on le combattra plus tard, c'est de voir que pour le mouvement d'un solide autour d'un axe, évidemment l'axe appelé delta, donc sur le solide, effectue un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Évidemment, les points de cet axe ayant une vitesse, les points du solide situés sur cet axe ayant une vitesse nulle, le produit vectoriel de ce vecteur nul avec la résultante du mouvement de rotation du solide va effectivement donner un vecteur nul. Donc, pour le solide encore, on aura donc, quel que soit P appartenant à l'axe de rotation, vitesse de P étant nulle, implique la résultante du torseur des vitesses, pour le moment appelons la R, vectorielle la vitesse de P égale à 0. D'où l'on conclura que tous les points de l'axe de rotation appartiennent à l'axe central. On va donc déduire que l'axe central du mouvement de rotation d'un solide est bien l'axe de rotation autour duquel tourne ce solide. On va maintenant présenter un point central évident. Et cela est très important dans les calculs de la mécanique. Donc lorsqu'on a un point O quelconque, où la résultante et le moment sont connus, donc où le torseur est connu, on montre que le point I étoile suivant, dont la position par rapport à O est donnée par le produit vectoriel de R et moment en O divisé par R carré, appartient bien à l'axe central. Et nous allons le démontrer. La question est de savoir s'il existe bien un scalaire K tel que
moment au point I étoile, avec I étoile donné par cette égalité, soit égal à K fois R. La propriété fondamentale des moments d'une torsion nous dit que moment en I étoile égale moment en O plus I étoile O vectoriel R. Et comme I étoile O est égal à moins OI étoile, on peut encore écrire cette égalité sur la forme moment en O plus moins OI étoile vectoriel R. Bien, nous allons considérer OI étoile donné par cette égalité. Nous avons donc moment en I étoile égale moment en O moins OI étoile qui va nous donner R vectoriel moment en O sur R carré, le tout vectoriel R, le tout vectoriel R. Et là, nous allons faire l'usage d'une propriété de double produit vectoriel. Déjà, pour mieux développer la propriété, arrangeons ce dernier terme. Donc, nous avons moment en O, plus, parce que nous inversons l'ordre des deux vecteurs qui sont sur le produit vectoriel, R vectoriel moment en O, le tout que divise R carré. Eh bien, ceci nous donne donc moment en O, plus 1 sur R carré, bien sûr, qui va nous multiplier le double produit vectoriel. Au ce double produit vectoriel, ça va faire R, qui multiplie le produit scalaire R1, donc qui multiplie le produit scalaire R, moment en O, produit scalaire, pardon, moins moment en O, qui multiplie le produit scalaire R.R. C'est le fameux A vectoriel B vectoriel C égale à B, donc bac B qui multiplie AC, moins cap C qui multiplie AB. On ferme le crochet. Donc ceci nous donne moment en O, plus ici, dans le premier terme, ça va faire R scalaire moment en O sur R carré qui multiplie le vecteur R, moins 1 sur R carré qui multiplie moment en O, R fois R, ce qui nous donne R carré, qui est un scalaire. Donc, 1 sur R carré, moment en O, R carré, les R carrés vont simplifier, donc nous aurons moins moment en O, plus au moment en O, nous pouvons donc déterminer MI étoile comme étant égal à ce terme-là, donc R scalaire moment en O sur R carré, ce que multiplie R. Donc, si on pose K égale à R scalaire moment en O sur R carré, qui est une valeur connue, puisque nous avons supposé au début que le torseur est entièrement connu en O, alors on a moment en I étoile, qui est la forme K fois R. On déduit donc que le point I étoile qui est ici est un point central. Autre chose, pour nous aider à la détermination de l'axe central, c'est un vecteur directeur de l'axe central du torseur. Eh bien, on peut montrer, et nous allons le montrer, que notre axe central est bien dirigé par le vecteur R. Et pour le montrer, il sera question pour nous de vérifier que, ou de montrer bien que pour deux points P et Q de l'axe central,
le vecteur P qui est collinéaire à R. En effet, si P appartient à l'axe central, ceci veut dire qu'il existe un coefficient, appelons-le pour le moment lambda P, tel que moment en P soit égal à lambda R. De même, si Q appartient à l'axe central, alors il existe lambda Q tel que moment en Q soit égal à lambda Q fois R. Une nouvelle fois, on va appliquer la formule fondamentale des moments, sans laquelle on ne sait pas travailler avec les torseurs. Donc on a moment en P égale moment en Q plus PQ vectoriel R. C'est-à-dire moment en P, c'est lambda P R, égale moment en Q, c'est lambda Q R, le tout plus PQ vectoriel R. En passant lambda Q au membre de gauche, donc ceci nous permet d'écrire lambda P en lambda Q, le tout que multiplie R est égal à PQ vectoriel R. Et ceci nous conduit à une petite discussion. Bien. Nous avons au membre de droite un vecteur qui est perpendiculaire à R. Au membre de gauche, un vecteur qui est collinéaire à R. Donc de deux choses l'une. Si lambda P en lambda Q est différent de 0, ok, on a donc un vecteur perpendiculaire à R qui est égal à un vecteur collinéaire à R et non nul. Ceci nous conduit à une contradiction, à une absurdité. Et on est donc obligé de conclure que deux points de l'axe central vérifient bien lambda P égale à lambda Q et qu'on va noter désormais lambda. Maintenant que nous l'avons vérifié, donc, puisque P et Q appartiennent à l'axe central, donc on a lambda P en lambda Q qui est égal à 0. Et notre égalité 1 ici nous permet bien d'écrire PQ vectoriel R égale au vecteur nul. Et si PQ vectoriel R est égal au vecteur nul, ça veut dire que quel que soit P et Q appartenant à l'axe central du torseur T, P et Q sont bien collinéaires. Le vecteur P et Q est collinéaire à R. On déduit donc que delta est dirigé par R, qui était le résultat important ici. Bien, nous avons pu trouver un point central évident qui est I étoile, et nous avons vu que R est un vecteur directeur de l'axe central. On déduit donc que, pour tout torseur, l'axe central est la droite delta qui passe par le point I étoile et qui est dirigé par le vecteur R. Et cette propriété sera valablement utilisée pour déterminer les axes centraux des torseurs en mécanique. Revenons maintenant au moment central. Et comme on va le voir, le moment central est la valeur commune au moment en tout point de l'axe central. Nous allons montrer que sur l'axe central, ces moments sont bien égaux. Donc tout à l'heure, nous avons montré en voulant trouver le vecteur directeur de l'axe central, nous avons montré que lambda Q est égal à lambda P, quel que soit P et Q appartenant à l'axe central. Or, moment en P est égal à lambda P fois R, moment en Q est égal à lambda Q fois R. De ce sont déduit donc que moment en P égale à moment en Q. Donc, quel que soit P
P et Q appartenant à l'axe central. On a un moment en P qui est égal au moment en Q. Et donc, la valeur du moment central est unique pour un torseur. Concernant tout le moment central, nous avons une propriété très importante et qui va aussi être valorisée en mécanique. C'est celle qui dit que le moment central est minimum. C'est-à-dire, pour tout point appartenant à l'axe central, pour tout point P appartenant à l'axe central, le moment en un point Q quelconque de l'espace est toujours supérieur ou égal au moment central. En effet, si P appartient à l'axe central d'état, alors le moment en P est la forme lambda N. Une nouvelle fois, à l'aide de la propriété fondamentale des moments, on peut donc écrire, quel que soit Q appartenant à l'espace affine, moment en Q égale à moment en P plus QP vectoriel R. Et comme moment en P est égal à lambda R, on a donc lambda R plus QP vectoriel R. Le vecteur lambda R est collinéaire à R. Le vecteur QP vectoriel R est perpendiculaire à R. Donc nous avons ici la somme de deux vecteurs perpendiculaires entre eux. Et bien, l'hypoténuse de ce triangle, dont la somme nous donnera la diagonale de ce parallélépipède, et bien, cette hypoténuse, à l'aide du théorème de Pythagore, nous fait savoir que la norme de MQ au carré est égale à lambda R norme au carré plus norme de QP vectoriel R au carré. C'est-à-dire que c'est égal à la norme de moment en P au carré plus QP vectoriel R norme au carré. Or, la somme de deux grandeurs positives est toujours supérieure ou égale à chacune des deux grandeurs. Donc cette somme est supérieure ou égale à moment en P au carré. Ainsi, moment en Q au carré, quel que soit Q appartenant à l'espace affine, est supérieur à moment en P au carré. Les deux moments étant positifs, on déduit donc que quel que soit Q appartenant à l'espace affine, moment en Q, la norme est bien supérieure ou égale à la norme du moment en P. Ce qui nous permet bien de dire que le moment sur l'axe central qu'on appelle moment central est minimum. Effectivement, cette propriété est très utilisée en mécanique. Une application très simple, c'est que pour tenir un objet pesant, un seau d'eau, une charge quelconque à soulever, l'ouvrier devra opérer ou placer ses mains, par exemple, sur un point central du torseur de l'action de l'apesanteur afin de minimiser ses efforts. Parce que, comme vous le savez, pour vaincre un effort de pesanteur, il faut non seulement vaincre la résultante, mais aussi le moment qui a tendance à nous faire tourner. Donc l'ouvrier opérera au niveau de l'axe central, donc la verticale, passant par le centre de masse de la charge pour effectuer le moins d'effort. Il en est de même pour le torseur des vitesses. Donc pour ressentir le moins d'effet d'inertie, le voyageur, le passager devrait se trouver le plus proche de l'axe central du torseur des vitesses. Bien, il nous reste à parler peut-être du pas réduit d'un torseur. Enfin, nous l'avons déjà déterminé, on y revient. On appelle pas réduit du torseur le coefficient de proportionnalité entre son moment central et sa résultante. Donc, c'est le scalaire lambda
tel que moment central du torseur, c'est égal à lambda R. Et ça, on l'a déjà démontré tout à l'heure. Cette valeur de lambda vaut bien le produit scalaire de R et MP sur R carré. Ou encore l'automoment du torseur divisé par sa résultante au carré. Mais s'il faut le démontrer, nous allons passer très vite dessus. Donc, pour tout point, on peut même d'ailleurs démontrer que, et ceci n'est pas seulement valable pour les points de l'axe central, c'est pour tout point appartenant à l'espace affine. Donc, si on peut connaître le torseur en un point quelconque de l'espace, on n'a pas besoin de le réduire sur l'axe central. En effet, qu'est-ce qui se passe? Nous avons pour tout point P et Q de l'espace affine, nous avons la propriété fondamentale des moments qui nous dit que le moment en P, le moment en P est égal au moment en Q plus PQ vectoriel, la résultante du torseur. Ce sont tous des vecteurs. Eh bien, nous allons effectuer le produit scalaire de R fois MP, ou encore nous allons déterminer, nous allons calculer l'automoment du torseur. Donc, des deux côtés, nous allons faire R scalaire, moment en P à gauche, et à droite, nous avons, ça fait R scalaire, moment en Q, plus R scalaire, PQ, vectoriel R. Donc, ceci va nous donner R scalaire, moment en Q, plus, ici nous reconnaissons un produit mix R, PQ, R. Et compte tenu du fait que le produit mix représente le volume du parallélépipède bâti avec les trois vecteurs, et comme nous avons deux vecteurs ici qui sont collinéaires, en fait ce volume n'est qu'une surface plane, dont le volume sera nul. On arrive donc à démontrer que R scalaire, moment en P, est égal à R scalaire, moment en Q, quel que soit P et Q, appartenant à l'espace affine. Par là, on démontre que l'automoment est bien un invariant scalaire du torseur. Maintenant, nous allons prendre deux points particuliers un point particulier donc de l'axe central. Donc, par exemple, pour Q appartenant à l'axe central, on a moment en Q qui est égal à lambda R, puisqu'on cherche le part réduit lambda. En le mettant dans cette équation, on a donc quel que soit P appartenant à l'espace affine et quel que soit Q appartenant à delta, on a R scalaire moment en P égal à R scalaire moment en Q que nous avons représenté par lambda R. C'est-à-dire ceci est égal à lambda R carré. De cette égalité dont on tire, le part réduit du torseur est égal à R scalaire moment en P sur R carré, quel que soit le point P, l'espace affine. Ainsi, le part réduit d'un torseur est bien caractérisé par ce produit qui est là. Donc, le rapport de son automoment avec le carré de sa résultante. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre partie de travail sur la typologie et les éléments centraux du torseur. Nous faisons une pause là et à la prochaine leçon, nous allons parler des torseurs associés à des champs de vecteurs. Je vous remercie.